Au cœur de l'Empire romain, un dieu sur terre ne se contenta pas de prendre un amant. Il en prit un pour épouse lors d'une cérémonie publique, l'empereur lui-même jouant le rôle de la mariée. C'était un monde où un autre souverain, consumé par un amour si absolu, défia toutes les traditions non pas en épousant son garçon bien-aimé, mais en ordonnant au monde entier de l'adorer comme un nouveau dieu. Il ne s'agissait pas d'affaires secrètes, cachées dans l'ombre du palais. C'étaient des spectacles publics d'un pouvoir si extrême qu'ils pouvaient redéfinir le sens même du mariage, du genre et même de la divinité, forçant à se demander ce qu'un garçon devait être pour devenir une impératrice et ce qu'il devait faire pour devenir un dieu. Fait numéro 1, la masculinité romaine était une forteresse bâtie sur une seule et brutale règle. C'était un principe si profondément ancré dans le tissu de leur monde qu'il définissait non seulement l'honneur d'un homme, mais son existence même en tant que citoyen, guerrier et maître du monde connu. C'était la loi de la virtus, un mot que nous traduisons par vertu, mais qui pour eux signifiait quelque chose de bien plus primitif, la virilité, le courage et, par-dessus tout, la domination. Être un homme romain, c'était être le pénétrant, celui qui prend, celui qui ne ploie pas. L'objet de cette domination était d'une importance secondaire. Une épouse, une esclave capturée en Gaule, un garçon de taverne de Syrie, tous étaient des exutoires acceptables pour les désirs d'un citoyen, différents réceptacles pour la même affirmation de pouvoir. Imaginez un sénateur, sa toge immaculée, marchant à travers la vapeur chaude des thermes. L'air est lourd du parfum des huiles et du murmure grave d'hommes puissants. Il est un pilier de l'État, un homme qui commande des légions et rédige des lois. Son pouvoir est absolu, non seulement au forum, mais dans sa maison, sur ses biens et sur toute âme qui n'est pas, comme lui, un homme romain né libre. Son regard pouvait se poser sur n'importe qui de statut inférieur, et la transaction était comprise sans un mot. C'était l'ordre naturel des choses. Mais que se passerait-il si les rôles étaient inversés? Si ce sénateur, ce symbole de la force romaine, était celui qui se soumettait, c'était la terreur indicible, le poison social pour lequel il n'existait aucun antidote. Être volontairement pénétré équivalait à commettre un suicide civique. C'était devenir efféminé. Être marqué comme un synaedos, un homme qui avait renoncé à son droit d'être appelé un homme. Il perdrait son droit de vote, de parler au tribunal, d'occuper une charge, de commander des soldats. Il devenait un fantôme, une honte ambulante dont la seule présence était une offense aux dieux et à l'État. Son statut de maître se briserait instantanément et irrévocablement, le laissant plus bas que le plus bas des esclaves. C'était la seule règle, l'unique et inflexible règle, le fondement de toute leur pyramide sociale. Et c'est la clé qui permet de comprendre tout ce qui va suivre, car les Romains étaient sur le point de découvrir un homme, un empereur, qui non seulement briserait cette règle, mais y mettrait le feu aux yeux du monde entier. Fait numéro 2, les Romains n'avaient pas de mot officiel pour un homme gardé comme amant, tandis qu'une compagne, la concubina, jouissait d'un statut social et juridique reconnu, bien qu'inférieur. Son homologue masculin n'existait que dans les ombres du langage, défini non par la loi, mais par la précision tranchante d'étiquettes informelles. Il était un fantôme dans le système juridique, un être dont l'existence même était une reconnaissance du pouvoir d'un maître. Le plus courant de ces termes était « pue delicatus », le garçon délicat. Le nom lui-même évoque une certaine fragilité cultivée, un être conçu pour le plaisir esthétique. Ce n'était pas de simples chauffelis, c'étaient des ornements vivants, exhibés lors des dîners pour signaler l'immense richesse et le goût raffiné du maître. Imaginez une pièce faiblement éclairée dans une villa sur le mont Palatin, l'air lourd d'encens et de viande rôtie. Le maître est allongé tandis que son pue delicatus, un jeune grec aux cheveux soigneusement bouclés, récite des vers d'Homère d'une voix douce et mélodieuse. Il est vêtu de lin fin teint. Pour les invités, il est un témoignage de la portée et des ressources du maître, un objet de beauté qui ne diffère en rien des gobelets d'argent ou des mosaïques complexes sur le sol. Son intelligence et son charme font partie du produit. Mais ce garçon, si chéri et exposé, était-il considéré comme une personne ou n'était-il qu'un magnifique masque porté par son propriétaire? C'est là que réside la cruelle supercherie.
Un autre terme, concubinus, la forme masculine directe, était utilisé plus crûment, dépouillant le tout de sa prétention poétique. Puis il y avait catamitus, un mot craché avec mépris, une insulte qui réduisait le garçon à sa fonction purement sexuelle, le marquant à jamais de la honte du rôle soumis. Le langage le maintenait dans une cage de contradictions. Il pouvait être un compagnon chéri à un moment et un objet méprisé le suivant. Sa valeur était aussi éphémère que sa jeunesse, entièrement dépendante des caprices de l'homme qui le possédait, corps et âme. Cet usage prudent et délibéré du langage était un outil de contrôle, une manière de posséder une personne complètement en définissant les limites même de son existence. Et ce système de transformation d'êtres humains en objets précieux n'était pas seulement une habitude privée des riches. Il était sur le point de devenir une industrie. Fait numéro 3. Le garçon délicat était bien plus qu'un plaisir privé. Il était une arme dans les guerres silencieuses et impitoyables du statut social. Sa fonction première ne s'exerçait pas dans la chambre à coucher, mais dans le théâtre brillant, éclairé par des lampes, du dîner romain. Ici, au milieu des puissants et des privilégiés, le puer delicatus était le témoignage ultime de la richesse, de l'intellect et du goût exquis de son maître. Le processus de sélection était aussi rigoureux que celui d'un cheval de course champion. La simple beauté ne suffisait pas. Les garçons les plus recherchés étaient ceux d'origine grecque ou orientale, possédant une éducation qui faisait honte à beaucoup de leurs maîtres romains. On attendait d'eux qu'ils soient des bibliothèques ambulantes de poésie, capables de débattre de philosophie et habiles avec des instruments comme la lyre ou la cithare. Imaginez la scène. Une douzaine des hommes les plus influents de Rome sont allongés sur des divans, leurs sens nageant dans une mer de vin, de mets épicés et d'air parfumé. Au centre de tout cela, un unique jeune homme se tient debout. Sa voix est le seul son, tissant des récits de dieux et de héros dans leur grec original. Il n'est pas seulement un divertissement. Sa présence dit à chaque invité que son maître est un homme d'une richesse et d'une sophistication si immense qu'il peut se permettre de posséder non seulement un corps, mais un esprit. Mais comment un artefact culturel aussi parfait était-il acquis? La scène passe de la douce lumière de la fête à la lueur dure et impitoyable du marché aux esclaves. Ici, le garçon n'était pas un poète, mais un produit, déshabillé et examiné, ses dents inspectées, ses membres mesurés. Son intellect n'était qu'une autre caractéristique à négocier, sa mémoire et son esprit, se voyant attribuer un prix en sesterces froids et durs. Ce contraste saisissant révèle le cœur froid de toute l'institution. Le statut élevé du garçon était une pure fiction, un magnifique costume prêté par son propriétaire. Il était un miroir, reflétant une gloire qui n'était jamais la sienne, et ce reflet pouvait être brisé à tout moment. Cette transformation de biens meubles en pièces maîtresses était le plus profond renversement de rôle de tous, un rappel quotidien que sa vie était une performance dirigée par un autre. Les Romains perfectionnèrent cet art d'utiliser des êtres humains comme signaux sociaux, mais ils n'étaient que des amateurs comparés à ce qui allait suivre. Les empereurs observaient, et ils allaient bientôt commencer à pratiquer cet art à une échelle qui éclipserait les ambitions de n'importe quel sénateur. Fait numéro 4. Rome avait bien une loi contre certains actes homosexuels, mais sa véritable cible révèle une obsession glaçante. L'existence de cette loi, la lex Cantinia, semble être un point d'ancrage moral familier dans un océan de comportements décadents. Elle témoigne du fait que même les Romains avaient leurs limites, une ligne qu'ils ne franchiraient pas. Mais un examen plus attentif de cet ancien statut révèle que la ligne n'était pas tracée pour protéger un code moral universel, mais pour garder la denrée la plus précieuse de tout l'Empire, le caractère sacré du citoyen romain. La loi n'interdisait pas à un homme d'aimer un autre homme. Elle ne se souciait pas des affaires privées des puissants. Son objectif était terriblement spécifique. Elle criminalisait le stuprum, la violation sexuelle illicite d'un puer ingenius, un garçon né libre de statut citoyen. Imaginez deux jeunes gens debout côte à côte, identiques en âge et en apparence. L'un est le fils d'un sénateur, l'autre un esclave grec capturé. Aux yeux de la loi, l'un est un futur soldat, un homme d'État potentiel. Un réceptacle du destin romain dont l'intégrité physique est une préoccupation de l'État lui-même.
l'autre est un meuble qui respire. C'était là la rupture fondamentale au cœur de la justice romaine. Là, l'ex Scantinia ne protégeait pas les enfants, elle protégeait les citoyens. Elle sanctionnait implicitement l'utilisation du garçon esclave en ne faisant aucune mention de lui. Son corps était légalement invisible, sa souffrance sans pertinence. Comment une société pouvait-elle bâtir ses fondations sur une contradiction aussi profonde et délibérée? La loi créait un gouffre infranchissable, un monde où le statut juridique de votre père déterminait si votre corps était un temple sacré ou un terrain de jeu commun. Ce n'était pas un système de moralité, c'était un système de caste. Le fils d'un citoyen était protégé parce qu'il était un investissement dans l'avenir de Rome. Le garçon esclave ne l'était pas. Cette dure réalité juridique souligne la totalité terrifiante du pouvoir d'un maître, un pouvoir qui rendait sa propriété invisible aux yeux de la loi. Mais si la loi protégeait les fils de Rome des autres citoyens, elle était totalement silencieuse sur l'unique homme qui se tenait au-dessus de la loi, l'homme pour qui toute la Rome était une propriété. Fait numéro 5, l'homme qui se tenait au-dessus de la loi décida de briser les fondations mêmes sur lesquelles elle était bâtie. L'empereur Néron, le dieu vivant et maître du monde romain, orchestra une cérémonie publique qui n'était pas seulement un acte de rébellion, mais un acte de profonde auto-annihilation aux yeux de son peuple. Il choisit de se marier. Mais dans ce mariage, il ne serait pas le marié. Imaginez une procession se déplaçant à travers le palais au crépuscule, l'air lourd de l'odeur écœurante des lits et de la fumée sacrificielle. La scène est drapée dans la tradition. Des prêtres chantent des vœux solennels. Des serviteurs portent des torches qui projettent de longues ombres vacillantes sur les murs de marbre. C'est le rituel sacré d'un mariage romain, une institution conçue pour forger des alliances et assurer les lignées. En son centre se dresse une silhouette voilée du flammium, le traditionnel voile couleur de flamme d'une mariée romaine, symbole de modestie et de pureté. Mais alors que la silhouette s'avance dans la lumière, un hoquet de stupeur collectif fige l'atmosphère. Le visage sous le voile n'est pas celui d'une femme de la noblesse, c'est le visage sans équivoque de l'empereur. Le marié, qui attend à l'autel, n'est pas un roi étranger ou un aristocrate romain. C'est Pythagoras, l'un des propres affranchis de Néron, un homme qui fut un jour, légalement, sa propriété. En un unique et horrifiant moment de théâtre public, le monde a été mis sens dessus-dessous. L'empereur, symbole de la domination absolue, a volontairement endossé le rôle du soumis. Le maître est devenu l'épouse de son ancien esclave. Qu'est-ce qui l'a poussé à un tel acte? Était-ce le symptôme d'un esprit sombrant dans la folie? Ou une déclaration politique calculée destinée à montrer à l'élite qu'ils n'étaient liés par aucune de leurs règles? Pas même la plus sacrée? Les sénateurs qui regardaient, leur visage des masques de fureur glaciale, y virent la dégradation ultime. Une perversion qui souillait la fonction d'empereur et l'âme même de Rome. Ils croyaient assister au fond absolu, au spectacle le plus obscène qu'un Romain pût jamais endurer. Ils pensaient que l'histoire de la dépravation impériale avait atteint son dernier et choquant chapitre. Ils avaient tort. Ce n'était que le commencement. Fait numéro 6, le blasphème de l'empereur n'était pas un événement singulier. C'était un prélude à un acte de création. Après la mort de son épouse bien-aimée, Poppée, Néron fut consumé par un chagrin qui se mua en une obsession grotesque. Il lança une recherche non pas pour une nouvelle épouse, mais pour un écho vivant de sa défunte. Il le trouva en la personne d'un garçon nommé Sporus, dont les traits délicats étaient, disait-on, un miroir quasi parfait de l'impératrice disparue. Mais pour Néron, une simple ressemblance ne suffisait pas. Il ne voulait pas d'un garçon qui ressemblait à sa femme. Il voulait retrouver sa femme, sous une nouvelle forme qu'il aurait lui-même créée, et ainsi il ordonna un acte qui se situait en dehors des limites de la nature et de la loi. Il fit castrer Sporus. Imaginez la finalité glaciale de cet instant, la rupture violente de l'avenir d'un garçon, la destruction chirurgicale de son identité, tout cela pour satisfaire le caprice d'un empereur. Ce n'était pas seulement une violation, c'était une recréation. Le garçon Sporus mourut sur la table de ce médecin, et quelque chose d'autre naquit. Néron organisa alors un autre mariage,
mais celui-ci était différent. Cette fois, Néron était le marié. Il prit Sporus, désormais un eunuque, pour épouse. Il fit vêtir le garçon des atours somptueux des impératrices de Rome, paré de bijoux et drapé de pourpre impériale. Il lui donna le nom de Sabine et exigea que toute la cour, le Sénat et le peuple de Rome s'adressent à ce jeune homme mutilé comme à leur Augusta, leur impératrice. Qu'était-ce donc? Un monument macabre à un amour défunt? Ou était-ce l'ultime démonstration de pouvoir? Le pouvoir non seulement de gouverner les hommes, mais de les défaire et de les reconstruire à l'image que le maître désirait. Sporus devint un fantôme ambulant dans le palais, un garçon forcé d'être une femme, un esclave forcé d'être un souverain, chaque souffle un témoignage de l'étendue absolue et terrifiante de la volonté de Néron. Il était une statue vivante, sculptée par la folie de l'empereur. Néron avait montré au monde que le pouvoir d'un empereur pouvait mutiler et bafouer l'idée même de l'amour. Mais un autre empereur allait bientôt surgir pour démontrer que son pouvoir pouvait aussi l'élever jusqu'aux cieux, transformant un garçon mortel non pas en une impératrice éphémère, mais en un dieu éternel. Fait numéro 7. Toutes les obsessions impériales n'étaient pas forgées dans la cruauté. L'une naquit d'un amour qui allait redessiner les cartes du ciel et de la terre. Après le théâtre monstrueux de Néron, le monde romain vit l'avènement d'un autre type d'empereur. Hadrien était un érudit, un soldat, un voyageur infatigable obsédé par l'immensité de son domaine. Et à ses côtés, lors de ses voyages épiques, se trouvait un jeune de Bithynie en Grèce, un garçon nommé Antinoüs. Ce n'était pas la relation d'un maître et d'un jouet caché. C'était un lien vécu au grand jour, sous le regard du monde entier. Imaginez-les ensemble. Deux silhouettes sur la toile de fond monumentale de l'Empire. Voyez-les marcher à travers les ruines de Troie, discutant des héros d'antan. Imaginez-les à Athènes, débattant avec des philosophes à l'ombre de l'acropole. Sentez la chaleur sèche alors qu'ils mènent une partie de chasse à travers les plaines de Libye, l'empereur et son compagnon chéri partageant le frisson de la chasse. Antinoü n'était pas un secret. Il était une présence constante. Il était là dans les processions officielles, dans les camps militaires, aux festivals religieux. Il faisait partie de l'image impériale. Cette visibilité publique était la rupture de schéma ultime. Elle éleva Antinoüs du statut de simple concubinus à quelque chose de bien plus significatif, de plus proche d'un consort. Le changement de statut était profond. Il n'était pas un esclave se produisant pour des invités lors d'un dîner. Il était un partenaire témoignant de la gouvernance du monde. Mais une relation née d'un déséquilibre de pouvoir aussi extrême pouvait-elle jamais être un amour authentique et réciproque? Ou Antinoüs était-il simplement la plus belle pièce de la collection d'art et de culture grecque d'Hadrien? Sa cage simplement plus grande et plus dorée que celle des autres. Alors qu'ils voyageaient dans la terre ancienne et mystique d'Égypte, leur lien sembla s'approfondir, atteignant un niveau d'intimité que peu pouvaient comprendre. Ils naviguèrent sur les eaux calmes et intemporelles du Nil, entourés par les monuments silencieux de dieux oubliés, deux âmes apparemment au centre de leur propre univers parfait. Ils croyaient naviguer vers l'avenir, mais ils dérivaient vers un destin qui allait noyer un garçon et briser un empereur. Fait numéro 8, la mort d'un seul garçon sur un tronçon oublié du Nil déclencha un chagrin si monumental qu'il créa un nouveau dieu. La noyade d'Antinoü brisa quelque chose à l'intérieur de l'empereur Hadrien. Le masque stoïque du souverain romain vola en éclats, et ce qui se trouvait en dessous horrifia la cour. Ce n'était pas le deuil digne et maîtrisé d'un homme d'État. C'était une agonie brute et primale. Les historiens anciens nous disent qu'il pleura comme une femme. Une accusation accablante pour un homme romain, encore moins pour un empereur. Imaginez l'homme le plus puissant de la terre, ses robes en désordre, sa barbe non taillée en signe de profond chagrin, rendu impuissant par un souvenir. Les affaires de l'Empire s'immobilisèrent alors que son maître se perdait dans un brouillard de chagrin. Mais de ce désespoir naquit un acte de création sans précédent. Hadrien ne laisserait pas Antinoüs s'effacer dans le monde souterrain. Il allait refaçonner les cieux eux-mêmes pour le garder. D'abord, il ordonna que sur le lieu même où son bien-aimé s'était noyé, une nouvelle cité s'élèverait du sable. Elle s'appellerait Antinoöpolis, un magnifique témoignage de pierre et de marbre, une ville dédiée à une seule âme chérie. Puis vint le décret ultime.
un acte qui envoya des ondes de choc de la Bretagne à la Syrie. Hadrien déclara qu'Antinoüs était un dieu. C'était le changement de statut le plus profond que l'on puisse imaginer. Le garçon de Bithynie, le compagnon de l'empereur, devait désormais être vénéré aux côtés de Jupiter et d'Osiris. Était-ce l'acte désespéré d'un cœur brisé, un homme essayant de construire un escalier vers une âme sans laquelle il ne pouvait vivre? Ou était-ce la démonstration de force ultime du pouvoir impérial, un homme démontrant que sa volonté était si absolue qu'il pouvait frapper de nouvelles divinités aussi facilement que de nouvelles pièces de monnaie? Des cultes furent établis, des temples furent construits et des prêtres furent ordonnés, tous au service du nouveau dieu, Antinoë. Des statues portant son visage mélancolique, plus nombreuses que celles de toute autre figure de cette époque à l'exception des empereurs eux-mêmes, devinrent une vision courante à travers l'Empire. Hadrien avait utilisé son pouvoir non pas pour conquérir des terres, mais pour conquérir la mort elle-même. Il avait prouvé que l'amour d'un empereur pouvait transformer un mortel en Dieu, l'immortalisant dans la pierre et la lumière des étoiles. Mais pour chaque Antinoüs qui accédait à la divinité, des milliers d'autres garçons restaient piégés dans une réalité bien plus dure, une réalité non pas de palais et de temples, mais de commerce froid et dur. Fait numéro 9. Derrière chaque amant déifié et épouse impériale, se tenait un vaste et brutal marché. Les histoires de Néron et d'Hadrien, avec toute leur horreur et leur grandeur, étaient les exceptions, les sommets scintillants d'une montagne colossale de commerce humain. Pour chaque Antinoüs, il y avait des milliers de garçons sans nom, dont les vies n'étaient pas des poèmes, mais de simples et cruelles transactions. Pour comprendre leur réalité, il faut quitter les palais dorés et descendre dans la puanteur et le bruit du marché aux esclaves romains. Imaginez une estrade en bois surélevée sous un soleil de plomb. Ici, des êtres humains sont exposés comme du bétail. L'air est lourd de l'odeur de la sueur et de la peur. Un commissaire-priseur, la voix d'un monotone ennuyé, décrit ces marchandises non pas comme des enfants, mais comme des produits. Il parle de leur origine, de leur niveau d'éducation, de leurs attributs physiques et de leurs compétences. Des acheteurs potentiels, des hommes riches aux yeux froids, s'avancent pour inspecter la marchandise. Ils forcent les bouches à s'ouvrir pour vérifier les dents, passent les mains sur les membres pour sentir les muscles et retournent les corps pour chercher des cicatrices ou des imperfections. C'était la vérité brute, non filtrée. Avant qu'un garçon ne puisse devenir un puer, delicatus, il n'était qu'une marchandise avec une étiquette de prix. Les Romains les plus riches n'en possédaient pas qu'un seul. Ils les collectionnaient. Ils se vantaient de leur grex exoletorum, leur troupeau de catamites, un terme qui réduit un groupe d'êtres humains à un troupeau d'animaux. Posséder des dizaines de ces garçons était l'ultime démonstration de consommation ostentatoire, un inventaire vivant du pouvoir d'un maître. Mais qu'advenait-il des garçons jugés défectueux, de ceux qui ne se vendaient pas? Et quel était le sort des biens précieux lorsque leur beauté s'estompait inévitablement, lorsqu'un nouveau visage plus jeune attirait l'œil de leur maître? Ils pouvaient être revendus, transmis à un propriétaire moins exigeant, ou envoyés aux mines ou aux galères. Leur bref moment de servitude luxueuse se terminant par une vie de labeur et de misère. C'était le renversement de statut ultime, un voyage d'une personne à un produit, et puis, finalement, à un déchet. Ce marché de la chair humaine, ce système entier de domination et de soumission, semblait aussi éternel et inébranlable que Rome elle-même. Mais une nouvelle foi prenait de la force dans l'ombre de l'Empire, une foi avec un Dieu radicalement différent, et un nouvel ensemble de règles qui ne se contenteraient pas de réglementer ce monde, mais chercheraient à le réduire en cendres. Fait numéro 10. Le monde des empereurs et de leurs garçons amants ne s'est pas simplement évanoui. Il a été effacé de l'histoire par une révolution de la pensée humaine. Toute la structure complexe, bâtie sur le fondement de la domination et de la soumission, n'a pas été réformée mais condamnée. Comprendre sa fin, c'est comprendre à quel point ses valeurs étaient vraiment étrangères. C'était un monde qui ne voyait aucune contradiction dans le fait qu'un homme aime sa femme tout en possédant un troupeau de garçons comme décoration humaine. Un monde où la loi existait non pas pour protéger les innocents, mais pour protéger l'intégrité du pouvoir d'un citoyen. C'était une réalité qui pouvait célébrer la transformation d'un garçon en Dieu comme un acte d'amour suprême, tout en justifiant simultanément la vente d'un autre sur un bloc d'enchères comme une poterie. Nous avons vu un empereur, Néron,
porter un voile de mariée, inversant l'ordre naturel dans une démonstration choquante de pouvoir absolu. Nous l'avons vu aller plus loin, mutilant un garçon, Sporus, pour le sculpter à l'effigie horrifiante d'une impératrice morte. Et nous avons vu un autre empereur, Hadrien, paralysé par un chagrin si profond qu'il a déchiré un trou dans le ciel pour placer son bien-aimé Antinoüs parmi les étoiles. Ce ne sont pas seulement des histoires de désirs personnels, ce sont des paraboles d'un système où la valeur d'un homme se mesurait à sa capacité à dominer, et la vie d'un garçon était définie par le caprice de son maître. Mais alors que ce monde atteignait son zénith de contradictions terribles et magnifiques, une nouvelle foi grandissait. Le christianisme offrait une vision radicalement différente, où l'humilité était une vertu, pas une faiblesse, et la chasteté un chemin vers Dieu. Le fier citoyen romain pénétrant, le modèle même de la virtus, fut redéfini comme le pécheur impénite. Cette nouvelle morale ne se souciait pas de savoir si un garçon était citoyen ou esclave. Elle se souciait de son âme immortelle. L'univers sexuel romain tout entier, un théâtre public de pouvoir et de statut, a été rasé au bulldozer et remplacé par un monde privé de conscience personnelle et de péché. Leur monde de domination, de Dieu vivant et de propriété humaine n'est pas seulement tombé. Il a été effacé, ne laissant derrière lui que des murmures et des ruines, un témoignage choquant et étranger d'une vérité que nous avons oubliée, que même les idées les plus fondamentales de l'amour, du pouvoir et de ce que signifie être humain ne sont pas éternelles. Fait numéro 10. Le monde des empereurs et de leurs garçons amants ne s'est pas simplement évanoui. Il a été effacé de l'histoire par une révolution de la pensée humaine. Toute la structure complexe, bâtie sur le fondement de la domination et de la soumission, n'a pas été réformée mais condamnée. Comprendre sa fin, c'est comprendre à quel point ses valeurs étaient vraiment étrangères. C'était un monde qui ne voyait aucune contradiction dans le fait qu'un homme aime sa femme, tout en possédant un troupeau de garçons comme décoration humaine. Un monde où la loi existait non pas pour protéger les innocents, mais pour protéger l'intégrité du pouvoir d'un citoyen. C'était une réalité qui pouvait célébrer la transformation d'un garçon en Dieu comme un acte d'amour suprême, tout en justifiant simultanément la vente d'un autre sur un bloc d'enchères comme une poterie. Nous avons vu un empereur, Néron, porter un voile de mariée, inversant l'ordre naturel dans une démonstration choquante de pouvoir absolu. Nous l'avons vu aller plus loin, mutilant un garçon, Sporus, pour le sculpter à l'effigie horrifiante d'une impératrice morte. Et nous avons vu un autre empereur, Hadrien, paralysé par un chagrin si profond qu'il a déchiré un trou dans le ciel pour placer son bien-aimé Antinoüs parmi les étoiles. Ce ne sont pas seulement des histoires de désirs personnels, ce sont des paraboles d'un système où la valeur d'un homme se mesurait à sa capacité à dominer, et la vie d'un garçon était définie par le caprice de son maître. Mais alors que ce monde atteignait son zénith de contradictions terribles et magnifiques, une nouvelle foi grandissait. Le christianisme offrait une vision radicalement différente, où l'humilité était une vertu, pas une faiblesse, et la chasteté un chemin vers Dieu. Le fier citoyen romain pénétrant, le modèle même de la virtus, fut redéfini comme le pécheur impénite. Cette nouvelle morale ne se souciait pas de savoir si un garçon était citoyen ou esclave, elle se souciait de son âme immortelle. L'univers sexuel romain tout entier, un théâtre public de pouvoir et de statut, a été rasé au bulldozer et remplacé par un monde privé de conscience personnelle et de péché. Leur monde de domination, de Dieu vivant et de propriété humaine n'est pas seulement tombé, il a été effacé, ne laissant derrière lui que des murmures et des ruines, un témoignage choquant et étranger d'une vérité que nous avons oubliée, que même les idées les plus fondamentales de l'amour, du pouvoir et de ce que signifie être humain ne sont pas éternelles.